la famille. Donc je me présente, moi je m'appelle Alexis Ohayon, je suis employé à The Family en ce moment et j'ai eu l'occasion de monter des boîtes avant. Donc le MVP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Minimum Viable Product. L'idée, c'est de pouvoir créer un premier jet de ce que vous avez envie de proposer à vos utilisateurs, que ce soit un produit plus ou moins technique où vous allez avoir ce qu'on appelle le POC, c'est le Proof of Concept, ça va être de démontrer la technicité de ce que vous voulez proposer dans une application. Ça peut être juste une feature, comme par exemple Zenly qui est... une feature, c'est une fonctionnalité. Donc par exemple Zenly, qui a fait la feature de géolocalisation et qui finalement a été racheté pour être intégré dans Snapchat. C'est un exemple de premier MVP que vous pouvez faire, c'est de sortir juste une application qui permet de localiser un bonhomme sur une map, et après vous allez rajouter par-dessus toutes les fonctionnalités qui vont faire que vous allez devenir Zenly et vous faire acheter par Snapchat pour 300 millions de dollars. Donc ça c'est pour la partie MVP. Ah, le clic a un petit problème. Non, c'est bon. Une chose à savoir aussi par rapport au MVP, c'est que là on a parlé d'un produit technique, mais ça peut également être un service. Ça peut être, imaginons que vous ayez besoin de bouger un meuble, bah, il y a une boîte qui s'appelle Trusk qui est partie sur ce principe-là, une boîte que j'ai cofondée il y a quelques années maintenant, et qui permet justement à partir de juste une page, demander un service pour déplacer un meuble d'un point A à un point B. Ça peut être un MVP, simplement mettre en place une landing page, mais on va y revenir. Donc l'idée, ça va être de faker le produit avant de le produire pour de vrai. En gros, quand on met fake it till you make it, vous allez l'entendre beaucoup dans les vidéos d'Oussama ou dans l'écosystème en général. L'idée, ça va être de, par exemple, faire une vidéo, faire une landing page. Tout le monde sait ce qu'est une landing page? Ouais? Ok, il ne faut pas hésiter à me dire s'il y en a qui ne savent pas ce qu'est une landing page, c'est pas grave. Hein. C'est pas une maladie? Ok. Donc, l'idée, ça va être de faire un premier jet, donc ça peut être, comme je disais, une landing page, ça peut juste être un screenshot, par exemple. Moi, un exemple qui m'avait bien marqué à l'époque, c'était Mailbox, il me semble que ça s'appelait comme ça. Mailbox, ils avaient juste fait une landing page avec un sign-up et une liste d'attente pour créer un peu d'exclusivité, et derrière, ils avaient fait une vidéo qui envoyait du feu, juste la vidéo, elle était oufissime, et ça montrait comment l'application Mail, qui est intégrée à l'iOS ou à Android, n'était pas du tout suffisante pour gérer des tâches récurrentes au quotidien, automatiser un max de choses, pouvoir organiser, structurer un peu mieux sa boîte mail. Ils ont juste fait une vidéo qui prouvait un peu le concept de ce qu'ils voulaient vendre, et les mecs ont eu dans la foulée des milliers, voire des dizaines de milliers d'inscriptions, et ils se sont fait racheter avant même de sortir leur produit. Enfin, ça, c'est un peu une exception, mais c'est l'exemple type de fake it till you make it. Donc là, je vais vous parler d'un produit que moi j'ai fait il y a 3 ans maintenant, 2014, qui s'appelait Text.io. L'idée, c'était de permettre à des gens qui sont dans l'industrie audiovisuelle de pouvoir rajouter des commentaires par-dessus une vidéo. Alors aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Vimeo a créé sa propre solution qu'ils ont intégrée directement dans leur player. Il y a une application qui s'appelle Frame.io qui fait ça très bien aussi. Enfin voilà, il y a une multitude d'applications aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et on a eu l'idée avec un pote de l'époque de juste permettre aux gens, à partir d'un lien YouTube, l'envoyer dans une sorte de boîte, et de cette boîte, pouvoir mettre des commentaires à des endroits précis de la vidéo. On s'est dit que ça pouvait aider certaines personnes dans l'industrie. Moi, j'avais un peu travaillé dans le cinéma avant, et une des grosses frustrations que j'avais eues à l'époque où j'avais essayé de faire un court-métrage, c'était que, à part ma mère, tout le monde avait trouvé que c'était de la merde. Et parce qu'il y avait eu un manque de communication, on n'avait pas pu dire tiens, à cet endroit-là, il y a ce truc-là qui ne va pas. J'avais pas pu avoir les feedbacks de tout le monde au même endroit, au même moment, à la suite du premier montage. Et bref, fiasco, mais c'est les tares de l'industrie, ça. Et donc, on a eu l'idée de faire cette application qu'on a appelée Text.io. Une take, c'est une prise dans le milieu du cinéma. Et pour cette prise-là, pour cette take, ce qu'on avait fait pour faire la démonstration, en fait, le premier jet de notre application, qui était quand même plus ou moins technique, parce qu'il fallait quand même coder un player par-dessus YouTube, ou par-dessus Vimeo, ou par-dessus Dailymotion. On avait simplement récupéré des bouts de films qu'on adorait. Ça pouvait être Star Wars, Retour vers le futur, enfin des films un peu SF marrants. On les a compilés et on a fait une démo par-dessus, complètement fakée, sur du After Effects, un truc qu'on a fait en 2 heures. Et on a posté un premier jet sur Product Hunt et on a eu genre 200 likes. Et je vous montrerai ça après. Mais du coup, la vidéo, elle était comme ça. Là, on a l'impression en fait qu'on utilise un produit, mais en fait, c'est juste une vidéo.
c'est que du After Effects et du Photoshop, il n'y a vraiment rien derrière. Et l'idée, voilà, c'est de montrer en plus avec des petits trucs un peu marrants, des petits traits d'humour un peu geekos, du genre George Lucas qui envoie des commentaires à Michael Bay, qui envoie des commentaires à J.J. Abrams. Ça avait fait marrer tout le monde sur Product Hunt et c'est ce qui nous a permis d'avoir genre, je sais plus combien de milliers de sign-up en l'espace de 3 jours, ce qui était assez ouf pour l'époque. Les sign-up, c'est les gens qui s'inscrivent. Exactement, c'est les gens qui vont laisser leur mail pour que le jour où tu as un produit qui sort, tu puisses les prévenir. Ou bien, si jamais tu as vraiment déjà un début de produit, leur donner accès à une bêta. Ou, voilà, on appelle ça un sign-up. Et donc, à la suite de cette vidéo qu'on a postée sur Product Hunt, on a été mis en top list, ce qui était complètement fou parce que à l'époque, le site avait une hype de malade. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment fou et on était en top alors qu'on n'avait rien quoi. On avait juste fait une vidéo, une landing page et un MailChimp derrière, c'est tout. Et on s'est retrouvé avec nos boîtes mail complètement floudées toute la journée par des nouveaux inscriptions, donc c'était vraiment très cool. Et voilà, donc ça c'est le petit bouton sur Product Hunt. Tout le monde connaît Product Hunt? Non? En fait, Product Hunt, aujourd'hui, je pense que j'ai pas eu l'occasion de m'en servir dernièrement, mais à l'époque, c'était vraiment un produit de curation de produits. C'était une sorte de front page où vous avez accès à plein de produits tech ou pas. Ça pouvait être des services, ça pouvait être des box, ça pouvait être n'importe quoi. Et l'idée, c'était de les mettre à disposition de tout le monde sur une belle page et que les gens qui on fait le produit, viennent, disent « Hey, salut, j'ai fait un truc génial, voilà ce que c'est, comment je le décris, voilà de quel pain je suis parti pour le faire. » Pain, ça va, tout le monde comprend? Ok. De quel pain je suis parti pour le faire et comment je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait faire ce produit-là, blablabla. Et de là s'enchaînent des discussions via des tweets. Et bref, dans l'écosystème startup, c'est un super outil pour se faire connaître. Et donc nous, avec seulement 200 upvotes sur le produit, on a pu être mis tout en haut de la liste et avoir derrière des recommandations de gens et des tweets de gens qu'on connaissait absolument pas, ce qui était vraiment vraiment cool. Notamment, ouais. Ouais. Et juste tu les reçois un par un. Ce que nous on avait mis en place à l'époque, qui est pas très compliqué à faire, c'est de automatiser une réponse dès qu'un mec t'écrit. Donc le mec t'écrit, tu reçois son mail, lui il reçoit automatiquement une réponse lui disant « Hey, t'es le numéro tant dans la liste ». Et d'ailleurs, je reviendrai après sur des mécanismes de viralité qu'on peut mettre en place super facilement pour d'un mec partir sur 5 mecs, puis 10, puis 50, plus 100. Et donc, ouais, une fois qu'on avait tous nos mails, on les a traités un par un, on a vu ceux qui étaient plus ou moins intéressants pour nous. Ce qui est intéressant en fait quand on monte une boîte, c'est de rester un peu à échelle humaine au début. Donc même si on a 1000 gars, les 1000 gars on va les regarder un par un, on va regarder leur profil LinkedIn, on va regarder lesquels sont les plus intéressants pour nous, lesquels peuvent dégager vraiment du revenu à plus ou moins court terme, et ceux qu'on va vraiment vouloir servir, quoi, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de déchets ou de mecs qui sont juste curieux, qui veulent juste voir ce que tu fais. Le but c'est d'avoir une base de fans avec qui tu vas leur fournir une expérience ultra personnalisée pendant une certaine période. Par exemple, le fondateur de Dropbox, les premières années, il mettait en signature de chacun de ses mails son numéro de téléphone privé. Donc les gens à qui il vendait la solution pouvaient l'appeler, lui dire « Hey, salut Drew, vas-y, explique-moi, il y a un truc qui ne marche pas dans ton produit. » Enfin, le mec était un vrai barjot pour le coup, parce qu'il ne faut pas faire ça, mais il avait genre toute la journée, pendant plusieurs mois, il l'a passé au téléphone avec ses clients. Et c'est ça qui a permis à Dropbox d'exploser, c'est ce côté très personnalisé de l'expérience utilisateur. Donc, ce qui est génial, c'est que derrière, on se retrouve avec des tweets de gens qui sortent de nulle part. On ne les connaît pas, ils sont là, ils parlent de ton produit, ils parlent de ta landing page, ils sont trop contents. Et nous, pour la petite anecdote, c'est ce qui nous a permis de rentrer à The Family, parce que moi, à l'époque, je regardais les vidéos d'Oussama, c'était en 2014, et je regardais les vidéos et j'étais un peu fan du concept de The Family et de tout l'enseignement qu'il pouvait nous apporter. Et je lui ai simplement pingé en fait sur Twitter la page du Product Hunt et ce à quoi il m'a répondu en message privé, il faut absolument qu'on se voit. On s'est rencontrés juste là et puis depuis on s'est plus quitté, quoi. Vraie histoire d'amour. Donc ça c'était pour l'histoire Texaio, mais c'est juste pour vous montrer qu'à partir de rien on peut faire quelque chose de cool. Donc l'histoire de Dropbox dont je vous parlais tout à l'heure est vraiment très cool. Eux pour le coup ils ont encore plus faké le truc parce qu'ils sont allés devant des investisseurs avec un produit qui n'existait pas mais juste une vidéo d'un faux produit.
Alors, je vais vous montrer un peu ce que le mec a montré, parce qu'il faut vraiment avoir des grosses balls à poser sur la table. Il a quand même fait un minimum d'efforts de code, on va dire. Il a développé une petite interface, mais juste, voilà, tout ce que vous voyez là, c'est du fake. En gros, il a fait croire à tout le monde qu'en déplaçant des dossiers dans un dossier Dropbox, ils allaient être synchronisés sur tous les ordinateurs. Et il a montré ça à des investisseurs qui ont dit forcément ah bah c'est génial, alors que le mec il avait juste 3 lignes de code en Python et ça marchait pas. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ah oui, alors en plus ce qui est génial c'est qu'il va encore plus loin, il montre que quand on modifie le fichier ça le répercute automatiquement sur le fichier de base, enfin bref. Tout ça c'était en 2007, il faut se rendre compte que pour l'époque c'était oufissime. Ok. Donc l'une des idées véhiculées à travers ce MVP, c'est de vendre en premier, développer après. Vous allez pouvoir, à travers une vidéo, une maquette, n'importe quoi, une landing page, proposer une vraie valeur qui a du sens pour vos utilisateurs, quelque chose de vraiment incroyable pour eux, même si ça ne fait pas le café. Et le but, c'est pas de faire une usine à gaz, hein, c'est vraiment de faire... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'analogie du scalpel versus le couteau suisse. Le couteau suisse, il fait plein de trucs, mais il le fait mal. Le scalpel, il fait une chose, il le fait super bien. L'idée, c'est de vous proposer une feature qui fait un truc, qui le fait vraiment super bien, qui n'existe pas ou très peu sur le marché, ou alors que vos concurrents n'ont pas su craquer, n'ont pas su distribuer correctement. Et à partir de ce scalpel, vous allez vendre le produit une première fois à un premier client, même s'il n'existe pas, c'est pas grave. Une personne qui est très forte ici à The Family, par exemple, c'est Annabelle, qui a créé Executive Lion, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est la version pro de la formation Lyon, qu'elle a déjà vendu à une trentaine de personnes, à un prix pas dégueu, je crois que c'est 3 500 € la formation, alors qu'il n'y a rien, quoi. C'est juste, pour l'instant, c'est juste du texte sur une landing page, quoi. Donc vous pouvez vendre quelque chose à partir du moment où ça a de la valeur pour vos utilisateurs, et une fois que vous avez prouvé votre modèle, le produire ne sera pas un problème. Donc, dans le web, plutôt, il y a deux types de business. Il y a les business qu'on dit des business de communauté et des business qu'on appelle des business d'intention, donc des business un peu plus transactionnels. Les business de communauté, par exemple, on peut imaginer Menu Next Door, c'est un parfait business de communauté. Je ne sais pas si vous connaissez Menu Next Door, c'est une boîte de The Family qui est belge à la base et qui s'est lancée à travers un produit très simple, qui n'avait même pas besoin de landing page, qui n'avait même pas besoin de newsletter, qui n'avait besoin que d'une page Facebook, d'un groupe Facebook. L'idée c'était de permettre à des gens de cuisiner pour d'autres gens. Et Nicolas, qui a fondé Menu Next Door, il a commencé tout seul avec juste un groupe Facebook et il a petit à petit s'inscrire ou plutôt faire rejoindre sa page par de plus en plus de Belges qui avaient envie de partager leur cuisine, de rencontrer d'autres gens, d'avoir des conversations sympas avec des gens qu'ils ne connaissaient pas autour d'une bonne bouffe. Et son truc a pris d'une façon fulgurante, à partir de quoi il a fait un WordPress où il a commencé à expliquer un peu mieux le concept à partir de rien, parce que le mec sait pas coder, mais c'est pas un problème. Mais à partir de là, il a pu lever des fonds, engager des mecs qui ont codé pour lui, et aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut, je sais plus, 5 ou 6 millions, quoi. Donc à partir de rien, le mec est parti et juste à partir d'un groupe Facebook, quoi, il a réussi à fédérer une communauté autour de son idée et il n'a pas lâché l'affaire. Pendant 1 an, il était tout seul derrière son écran sur Facebook et aujourd'hui c'est la success story qu'on connaît. Donc ça c'est un exemple de business de communauté, mais il y en a plein d'autres. Bon, l'idée donc, comme je vous le disais, c'est de construire une communauté. Mais voilà, par exemple, je sais pas, je pense que tout le monde connaît Groupon. Groupon, aujourd'hui, on sait tous que c'est cette super plateforme qui permet de récupérer des bons plans ou même des bons deals de produits un peu à la manière d'un vente privé. Ce qui est génial avec Groupon, c'est qu'à la base, c'était juste un blog. Donc le mec a juste fait un blog avec une page où il référençait tous les jours un nouveau deal génial, un nouveau bon plan de trucs trop cool à avoir ou à acheter ou machin. Il a fait ça d'abord à Chicago, puis après il l'a répliqué dans d'autres villes aux États-Unis, puis après il a fait une plateforme et aujourd'hui c'est un truc énorme qui vaut 750 millions ou un peu plus même. Enfin bref, c'est quelque chose qui dégage énormément de revenus à partir de
Juste un blog. Donc ce qui est génial, c'est de voir qu'il a pu fédérer toute une communauté de gens qui ont été le pousser, qui ont été le partager sur les réseaux sociaux, juste à partir d'un blog et de groupes que vous pourriez faire aujourd'hui sur Facebook ou n'importe où. Donc voilà, les tools qui sont intéressants avec ce médium-là, c'est medium.com ou Tumblr, WordPress, etc. L'idée, c'est de pouvoir très rapidement sortir une page et modifier le contenu. Vous pouvez le faire également avec Squarespace, si jamais ça vous parle. Il y a plein d'outils aujourd'hui sur Internet qui permettent de très rapidement sortir un blog et créer du contenu qui intéresse votre cible. On en parlait tout à l'heure, Product Hunt. L'idée, là, à travers Product Hunt, c'est que vous pouvez lancer directement, uniquement une newsletter. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait pas mal. À l'époque où j'étais au camping, le camping, c'est un accélérateur de start-up qui aujourd'hui s'appelle Numa, j'étais dans la même batch de start-up qu'une boîte qui s'appelle Artips. Et Artips, c'était juste une newsletter à la base. Les mecs ont réussi à fédérer, il me semble, 15 000 utilisateurs qui ne se sont jamais désinscrits pendant 6 ou 8 mois, je ne sais plus. Et c'était simplement des tips d'art toutes les semaines dans leur inbox. Il y avait un super email très quali qui arrivait tous les dimanches matins avec une super histoire sur une œuvre d'art ou sur une exposition ou n'importe quoi. Et les mecs, à partir de simplement une newsletter, ont réussi à fédérer une communauté. À partir de là, ils ont fait un site, une app, ils ont fait des bouquins, ils se sont un peu distribués partout. Ils ont été distribués comme flyers à la SNCF, enfin, des trucs complètement improbables, à partir de juste une newsletter. Et ça, c'est plutôt cool. Et un outil qui permet justement de se faire connaître, on en parlait tout à l'heure, c'est Product Hunt. Et Product Hunt, ils ont commencé comme ça. Product Hunt, il y en a d'autres, Angel List par exemple, qui permet de spotter des startups qui fonctionnent bien dans la vallée pour derrière rencontrer les fondateurs, voir s'il y a un potentiel d'investir, etc. Ce qui est génial avec ce concept-là, c'est que vous n'avez même pas besoin de coder, quoi. Vous avez juste besoin d'un compte MailChimp et de savoir écrire un peu. Donc, ouais, on en parlait tout à l'heure, Menu Next Door. Et un autre groupe que maintenant, je pense tout le monde connaît parce qu'il a gagné en popularité de façon incroyable ces 2 dernières années, c'est le groupe Wanted Paris. Je crois que c'est Wanted Bon Plan à la base, qui s'est après divisé en plein de groupes Wanted pour les deals, les fringues, la bouffe, bref, les mecs ont ouvert le champ à plein de possibilités. Et ils ont essayé de partir sur un site web, ça n'a pas marché, ils sont revenus sur Facebook. Enfin bref, les mecs aujourd'hui, ils ont 200 000, il me semble, membres dans leur groupe, ce qui est plutôt cool pour juste un groupe de Parisiens. Et ils fédèrent une communauté pareil qui est énorme. Ils ont un pouvoir de reach, de pouvoir toucher du monde qui est incroyable. Pour la petite anecdote, c'est dommage que je ne l'ai pas mise là, je viens d'y penser. Il y a 1 an et demi, juste après l'époque des attentats, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un mec qui était un peu fou, qui s'appelait Jamal, qui était passé à la télé, Jawad, pardon, c'est ça, Jawad, qui était passé sur BFM TV et qui disait ouais, mais je savais pas qu'ils étaient chez moi ces mecs. Enfin, c'était très marrant à l'époque. Et moi j'avais juste vu ce mec passer sur BFM TV, je m'étais dit mais il est complètement con ou quoi. J'avais pris le morceau de vidéo et je l'avais calé entre 2 extraits de Kaamelott. Je ne sais pas si vous connaissez la série Kaamelott, et j'avais fait parler en fait Jawad avec le roi Arthur et Léo Dagan qui disaient on laisse rentrer les barbares chez nous. Il disait ah mais je savais pas qu'ils étaient chez moi. Bref, c'était très drôle. Et juste cette petite vidéo que je m'étais amusé à faire comme ça en l'espace de 20 minutes, je l'ai prise et je l'ai mis sur Wanted Bon Plan juste pour me marrer, voir si ça faisait marrer d'autres gens. Et elle est partie virale et en 3 jours on a fait 7 millions de vues. C'était vraiment du délire, quoi. J'ai pas cherché à monétiser, on monétise pas sur ce genre de truc. L'option 2, c'est sur les business transactionnels, donc les business d'intention. Le but, ça ne va pas être de du coup travailler une communauté, ça va plutôt être de générer des leads. Alors, générer des leads, je sais que ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais l'idée, c'est simplement de trouver un canal de distribution assez large pour s'adresser à votre communauté à vos utilisateurs, pardon, au moment où ils ont le plus besoin de vous. Donc typiquement, nous, à Trusk, on avait ce gros problème qui est que on ne demande pas à tout le monde de déménager tous les jours. Parce que forcément les gens ne déménagent pas tous les jours, ou ils n'achètent pas un canapé tous les jours, ou bref, ils n'ont pas besoin de bouger un meuble ou quelque chose de lourd tous les jours, donc ils n'auront pas besoin de vous tout le temps. Il va falloir trouver un moyen de toucher les gens qui vont avoir besoin de vous au moment où ils ont besoin de vous, et ça c'est
beaucoup plus compliqué, ça peut paraître plus compliqué que de gérer une communauté. Donc il va falloir pour le coup mettre en place un site, faire du targeting sur Facebook, faire du targeting avec des AdWords, aller sur Le Bon Coin, faire des pubs sur Le Bon Coin. On pourra en parler si jamais il y a des boîtes parmi les vôtres qui ont besoin justement de déclencher cette intention de passer par vous au lieu de passer par un autre service au moment où ils en ont le plus besoin. Et donc nous, pour se lancer très vite à l'époque de Trusk, le premier jour où on s'est décidé à lancer Trusk, j'ai fait ça. Et ça a tenu pendant peut-être un mois, ce qui était plutôt marrant de voir qu'on pouvait juste démarrer le projet à partir de rien. C'est juste une landing page avec un fond bleu, un screenshot d'application qui n'existait pas, hein, évidemment. C'est une application qu'on a fait en 10 minutes sur Sketch. Sketch, c'est un équivalent de Photoshop, mais un peu plus pour le design d'application. Et un entrée votre email. Par contre, le vrai problème, c'est que pour catch up les gens et leur dire mettez votre email et nous on vous recontacte pour bouger votre meuble, ça ne paraît pas très instantané tout ça, et du coup c'était pas forcément le meilleur moyen de capter l'attention. Donc très rapidement j'ai remplacé le entrer votre email par demander un Trusk. Et en fait, quand on cliquait sur demander un Trusk, ça faisait juste apparaître une petite bulle de chat qu'on a peu à développer évidemment. Cette bulle de chat, vous pouvez l'avoir à travers Intercom, Crisp ou n'importe quelle application de communication avec vos clients. Et l'idée, c'était juste de leur dire, vous avez besoin d'un Trusk, vous cliquez là, le bouton il glow comme ça, et ça fait apparaître cette bulle de chat, et derrière, les gens pouvaient demander un Trusk, ils avaient une expérience très personnalisée, parce que du coup, c'était pas un bot derrière, c'était moi ou mes associés, et on discutait en direct avec la personne, on prenait tout son besoin, on cherchait pas à essayer d'automatiser quoi que ce soit. L'idée, c'était de faire ça avec un maximum de gens, on en a fait peut-être 300 ou 400 comme ça, à essayer de comprendre exactement quels étaient les points récurrents, quel service avait le plus de valeur pour eux. Est-ce que c'est le fait de porter le carton jusqu'à l'étage? Est-ce que c'est le fait de monter le meuble? On part du principe qu'on ne sait rien en fait, on n'est pas des déménageurs, on n'a pas 10 ans de background dans notre dos ou 20 ou 30 ans comme tous les déménageurs qu'on peut voir à Paris. Donc on ne sait absolument rien, et c'est ce côté un peu justement de fraîcheur qui fait que vous avez un avantage incomparable face à tous vos concurrents. C'est que vous partez du principe que vous ne savez rien, que vous êtes prêt à tout. Et on était vraiment prêt à tout. On a des mecs qui sont venus, qui nous ont dit on a besoin de déménager nos bureaux. C'était Cityscoot, il me semble. Et on leur a dit fine. On savait pas du tout ce que c'était que de déménager un bureau, et on en a chié notre race, mais c'est pas grave. On l'a fait, et c'était trop cool. On l'a fait également pour des potes à moi qui avaient besoin de récupérer. Alors eux, c'était une histoire vraiment géniale. Ils ont acheté des meubles sur Ikea pour leur nouveau bureau. Ikea leur a dit pendant 3 semaines, tous les jours, ça arrive dans 3 jours. Et genre tous les jours, ça arrive dans 3 jours, ça arrive dans 3 jours. Les mecs ont jamais rien vu venir. À la fin, ils ont annulé la commande, ils ont fait la demande sur notre site. Ils savaient même pas que c'était moi, mon pote, c'est pour ça que c'est très drôle. Et il fait la demande sur notre site, et on a fait la commande pour lui. On est allé chez Ikea, on a payé à sa place, on a tout fait vraiment, l'expérience incroyable pour lui, et on lui a livré, on a monté les meubles sur place. Et derrière, on lui a envoyé une facture, évidemment. Mais l'idée, c'était de fournir la meilleure expérience possible pour qu'il y ait un bouche à oreille qui se déclenche et qu'on ait une base de fans, de gens qui sont inconditionnellement fans de ce que vous faites et qui vont le partager sur tous les réseaux et qui vont dire le jour où vous avez besoin de déménager un truc, c'est par Trusk qu'il faut passer, c'est plus par les déménageurs bretons. Voilà. Après ça, on est passé à un modèle un peu plus développé, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a des choses qui étaient très récurrentes, à savoir l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Il ne faut pas être Einstein pour se rendre compte que les gens, ils ont besoin de te dire où ça part et où ça va. Et donc du coup, on a simplement transformé la première landing page en ça. Et quand les personnes rentraient leur adresse de départ et d'arrivée, ils appuyaient sur estimer, ça leur sortait un prix. Et nous, ça nous envoyait un message sur Slack. Alors voilà, c'est genre l'automatisation la plus basique du monde, quoi. Genre, on a foutu 2 Google Forms qui sont intégrables très facilement depuis les librairies de Google pour accéder à Google Maps. Et on a estimé un prix. C'était la seule partie un peu tricky, c'est qu'il fallait pouvoir estimer le prix de façon plus ou moins correcte. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on scrapait l'API d'Uber pour savoir Uber combien il facturait, et on rajoutait genre 30 € pour que ça fasse un peu plus cher parce que c'est plus gros. Et donc ça, c'était les tout débuts. On sortait un prix qui était estimé comme ça, et on laissait les gens, ils mettaient leur numéro de téléphone, et nous on les rappelait depuis ce qu'ils avaient laissé sur Slack. Voilà. Et ça, c'était la V1 de l'automatisation de Trusk, et c'est resté comme ça pendant un très très long moment. L'idée, en fait, pour nous, c'était plutôt de créer de la valeur en interne, de développer un back-office qui nous permette de prendre des commandes de plus en plus vite, parce que le jour où on est arrivé à 1000 visites du site par jour,
ou par semaine, je ne sais plus, il fallait quand même qu'on puisse gérer une masse autrement plus grande que 5 pégus qui ont besoin de bouger un canapé dans la journée. Aujourd'hui, Trust, ils font entre 150 et 200 déménagements par jour. Donc on arrive quand même à quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc, créer une landing page, l'idée, on en a parlé plusieurs fois, hein, c'est de pouvoir démarrer avec la vraie proposition de valeur que vous voulez vendre. Donc là, par exemple, Agricool, l'idée c'est de dire nous, on vous vend des fraises avec 0 pesticides, 0 OGM, 0 pollution. C'est une proposition de valeur qui est incroyable pour tous les gens qui ont un minimum de sens écolo et qui ont envie de manger des fraises qui sont bonnes à n'importe quelle période de l'année. Donc la proposition de valeur est très cool. L'idée aussi, c'est de mettre en place un call to action qui soit très visible. Call to action, ça parle à tout le monde. Call to action, en gros, c'est un bouton ou autre chose, hein, mais généralement, c'est un bouton qui va apparaître en premier sur votre site et qui va appeler les gens à faire une action sur votre site. Donc, c'est quand vous allez, par exemple, écrire votre email, mettre un gros bouton « Laisse ton email », comme ils ont fait ici, ou « Réservez mes fraises ». Ça, c'est un beau call to action. Un outil qui est vraiment cool pour faire des landing pages très rapidement, c'est Kickoff Labs, où il y en a d'autres, hein. Il y a Instapage, Squarespace permet de le faire également, enfin aujourd'hui il y en a plein, Weebly, etc. C'est vraiment pas ça qui manque, ils ont tous des plans gratuits, donc il n'y a vraiment aucune excuse pour pas lancer une landing page là tout de suite, avec un beau call to action et une belle proposition de valeur. On en parlait tout à l'heure, les boucles de viralité. Ce qui est intéressant avec le modèle Agricool, c'est qu'ils ont permis aux gens qui laissaient leur email d'arriver sur une autre page. Donc là, il y a un peu d'automatisation, mais il me semble que Kickoff Labs aujourd'hui le propose d'office et Mailchimp aussi. Vous allez pouvoir déclencher le parrainage de vos premiers utilisateurs ou de vos early adopters, à savoir que si vous avez par exemple envie qu'un mec vous en rapporte 5, puis 10, puis 20, puis 100, il faut pouvoir leur laisser le faire très facilement. Et donc ce qu'ils ont fait simplement, c'est que quand tu rentrais ton mail dans l'input réserve mes fraises et que tu cliquais sur réserver mes fraises, derrière ça t'amenait sur une autre page où ça te disait hey, tu es le 100e dans la liste d'attente pour pouvoir tester les fraises de Agricool. Si tu veux monter dans la liste, partage-le à tes potes et plus ton score augmente, plus il y a de gens qui s'inscrivent grâce à toi et plus tu remonteras dans la liste. Donc là, ce qui est marrant de voir, c'est que les premiers dans la liste d'attente, c'était Oussama, Jean, Com, Alice, etc. C'est ceux qui ont partagé comme des malades. Mais voilà, si vous avez une proposition de valeur qui est assez cool et où vous savez où se niche vos utilisateurs et comment distribuer, généralement, déclencher des mécanismes de viralité, c'est pas très compliqué, surtout avec ce genre d'outils. Ouais. C'est le fait de pouvoir tester les fraises en premier. En gros, ils ont fait des événements privés à chaque fois qu'ils avaient passé un stade dans le développement de leur boîte. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer aux gens d'accéder à ces événements-là et pouvoir tester les fraises, etc. Ouais, c'était limité. L'idée, quand tu fais ça, c'est de créer ce sentiment d'exclusivité. Ça marche toujours. C'est comme ça que Facebook est né, c'était en créant le site uniquement pour l'université de Stanford, puis d'Harvard, puis Stanford, puis etc. Et l'idée, c'est de créer ce sentiment d'exclusivité et de frustration pour que les gens se dépassent, fassent connaître ton truc et remontent dans la liste. Ceux qui avaient été très bons là-dedans, justement, c'est nos concurrents de l'époque, parce que nous, on n'avait pas eu l'idée de faire ça. C'était la boîte qui s'appelle Framayo et qui a réussi à obtenir près de 10 000 inscrits en l'espace de 2 semaines. Enfin, c'était vraiment fou. Et nous, on voyait cette activité sur Twitter, on se demandait, mais comment ils font les mecs? Et en fait, on est allé sur leur site et on a compris. Kickoff Labs. Yes. Ensuite, alors là on va partir dans un truc qui est un peu plus compliqué mais qui est très puissant aussi, c'est le drip campaign ou le drip emailing. C'est le fait de pouvoir définir des actions suite à ce que les utilisateurs font à partir de votre site. Donc typiquement, ou à partir de votre mail, pardon. Typiquement, vous allez envoyer un mail, donc il va y avoir une séquence qui va être définie. Si l'utilisateur a ouvert le mail, vous lui envoyez par exemple un e-book, c'est ce qu'on voit dans l'exemple. S'il a ouvert l'e-book, vous lui envoyez une démo du produit, etc. Vous allez pouvoir définir des actions en fonction de là où vos utilisateurs sont dans la chaîne d'inscription. Et typiquement, ce genre de choses peut être fait également à l'aide d'outils comme Autopilot, mais il me semble que AnyLeads permet de le faire aussi. Il y a Mailchimp. Il y a un mec à The Family qui est très connu parce qu'il fait des trucs qui sont toujours un peu touchy, mais qui fait des super outils, qui s'appelle Raphaël Azo, et qui fait un outil qui s'appelle Birdly, il me semble. Prospect Bird, exactement. Et Prospect Bird, c'est un mec de TF qui fait ça, et qui permet justement de définir tous ces mécanismes
d'arbres en fonction des actions des utilisateurs. Et ça marche vraiment bien. Donc la troisième et dernière partie de ce qu'on appelle le MVP, c'est le fait de pouvoir vendre directement en ligne. Et ça, aujourd'hui, vous pouvez le faire directement depuis un site comme Shopify, Squarespace, même Strikingly, il me semble maintenant, enfin WordPress. Tous ces sites-là, ils ont tous des modules que vous pouvez installer en un clic qui vous permettent de processer des commandes, récupérer la carte bleue des gens, les enregistrer, avoir un outil de tracking. Enfin voilà, si vous vendez des chaussures en ligne, vous pouvez le faire dès maintenant avec un Shopify, ça marche très bien. Et ce sont des outils qui sont vraiment très puissants. Et voilà, il y a des marketplaces comme Etsy également. Enfin, c'est vraiment pas un problème aujourd'hui de vendre en ligne, quoi. N'importe qui peut le faire. Après, le fait d'automatiser, d'avoir un process qui soit un peu scalable et qui tienne la route, c'est une autre paire de manches. Mais pouvoir vendre vos 10 premiers, 100 premiers, 1000 premiers produits, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire directement à travers un PrestaShop. À The Family, on a Chanty qui fait une boîte qui s'appelle Chanty Biscuit. Elle est restée pendant très longtemps avec un PrestaShop complètement dégueulasse, avec une vieille version. Enfin bref, c'était un enfer pour elle, la pauvre, parce que c'était très compliqué d'automatiser derrière. Mais elle a réussi comme ça à vendre des milliers, des dizaines de milliers de biscuits, quoi, et avec juste un PrestaShop et aucune connaissance en code. Un autre exemple de produit dont je vous parlais tout à l'heure qu'on a fait ici, c'est la formation Lyon Exécutive. Ça, c'est juste un Squarespace par-dessus lequel on a rajouté une petite couche d'automatisation, mais vraiment minuscule, qui permet juste d'avoir une sorte de ce qu'on appelle une modale. Une modale, c'est une fenêtre qui se met par-dessus le site, avec un processus d'inscription, donc nom, prénom, etc. C'est juste pour avoir les informations de base, pouvoir qualifier les leads, s'assurer que ce sont des leads de qualité. Et ce qui était amusant avec le développement de cette interface-là, c'est que je voulais le faire sans aucun code en back-end. Et aujourd'hui, vous avez des solutions comme Google Script. Je ne sais pas si vous utilisez souvent Google Sheets, mais quand vous êtes dans Google Sheets, dans le menu édition, vous avez accès au Google Script Editor. Et vous pouvez éditer des scripts. C'est un peu de code, mais vous trouvez des exemples partout sur Internet qui vous permettent d'automatiser un maximum de choses et sans avoir aucune connaissance en infrastructure, en déploiement de code ou quoi que ce soit. Vous écrivez des petits scripts. Si par exemple la personne clique sur recevoir toutes les informations, ce petit script il va envoyer un message sur Slack pour que Annabelle soit au courant et qu'elle puisse regarder le lead. Ça va envoyer un mail au mec pour lui dire on a bien reçu ta candidature. Ça va envoyer un texto pour lui dire hey merci, on va te rappeler tout de suite. Enfin voilà, à partir d'un petit script, vous pouvez automatiser max de choses. Et si ça vous intéresse, on pourra en parler après. Oui, alors après ça c'est encore un outil qu'on utilise très régulièrement à The Family, enfin dans toutes les boîtes de l'écosystème. C'est Stripe, ce qui permet de abstraire toutes les problématiques de transactions, de gestion de carte bleue, de gestion de compte, de récurrence. Si jamais vous faites un SaaS, vous savez ce que c'est un SaaS ? C'est un software as a service. L'idée, c'est d'avoir une récurrence. Typiquement, Octobat, c'est le logo qu'on voit là. C'est une boîte de The Family qui fait un SaaS qui se rajoute par-dessus Stripe et qui va faire automatiquement toute la génération de factures. Donc, si demain, vous avez besoin d'avoir sur votre site pour vendre en ligne un outil de génération de factures, vous allez sur Octobat, ça se plug automatiquement sur le site. C'est genre un clic, quoi. Et derrière, vous n'avez absolument rien à coder, tout est automatisé. Alors, on va parler un peu des petits outils, des tips et des tricks. Donc, le pire endroit où vous pouvez trouver des illustrations pour votre site, le mieux c'est d'aller sur des sites comme Unsplash, The Noun Project pour les petites icônes, et 500px pour récupérer des photos qui sont un peu plus quali, de mecs qui sont vraiment passionnés par la photo et qui vont donner un peu plus de valeur à votre landing page, quoi. Pareil, vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez faire des vidéos très facilement. Avec bon alors lui il a mis QuickTime mais moi je pense plus à Final Cut, Premiere ou même Movie Maker, enfin pas Movie Maker, iMovie pardon. Vous pouvez faire vraiment des choses très bien qui sont largement présentables avec des outils qui sont gratuits ou que vous pouvez trouver facilement sur internet avec les bons cracks. Typiquement ça c'est la vidéo que The Family avait fait pour se présenter la première année. In many ways, the work of an investor is easy. They risk very little, yet they enjoy a position over those who offer their work and expose themselves to their judgment. They thrive on negative criticism, which is easy to give, but the bitter truth that investors must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than their criticism. There are times when an investor truly risks something, and that is in the discovery and the defense of the new. The world is often unkind to new talent, new creations.
The new needs a family. We want an extraordinary vision from a singularly unexpected source, a product and its creator challenging our assumptions about entrepreneurship. At The Family, anyone can become an entrepreneur. This is not to say that everyone can be a great entrepreneur, but a great entrepreneur can come from anywhere. At The Family, we strive to fulfill the ambitions of the most diverse and promising entrepreneurs who are, in our opinion, nothing less than the finest. Welcome to The Family. Voilà, ce qui est juste génial avec cette vidéo, c'est qu'elle a été faite à partir que d'extraits de films en fait. En fait, elle rend trop bien parce qu'il y a une musique sympa, parce qu'il y a une belle voix et parce qu'ils ont mis des petites animations. Mais la matière du film, ce qu'on voit tout le temps partout, c'est juste des extraits de films très connus. Et c'est justement parce que ça vous touche personnellement, parce que tout le monde connaît ces films, c'est exactement le même mécanisme que j'ai reproduit dans ma landing page, c'est de prendre des morceaux qui vous parlent à vous et de les mettre en vidéo, et ça se fait tellement facilement. Et ne pensez pas aux problèmes de droit, etc., parce qu'en réalité, on s'en bat les couilles. Enfin, personne ne va jamais venir vous emmerder parce que vous avez utilisé des morceaux de films et que vous n'avez pas payé les droits à la SACEM, quoi. Tout le monde s'en fout. Là, on parle de landing page et de MVP, donc on n'est pas très gros, c'est le principe. Donc, l'une des choses qui est très importante au début, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait d'avoir une bulle de chat sur votre site qui permette de vous parler tout de suite, c'est de faire tout manuellement. L'idée, c'est de commencer par ne pas chercher à automatiser quoi que ce soit. Pendant vos 10, 100, 1000 premières interactions, le but, c'est vraiment de parler avec les gens avec qui vous allez essayer de construire un produit, parce que c'est vraiment toute la quintessence aujourd'hui des meilleurs produits, c'est ça, c'est parce que les mecs ont fait l'effort d'aller parler avec leurs utilisateurs, ils ont fait l'effort de savoir exactement quels étaient leurs pain points, et ils n'ont pas cherché à juste copier quelque chose qui existait déjà sans comprendre quelle était la core value des produits qu'ils faisaient. Et il n'y a pas franchement 50 façons de le faire, il n'y a aucune IA aujourd'hui qui permette de le faire automatiquement, il n'y a que votre cerveau qui permet de faire ça, c'est de parler avec les gens et de le faire et de le refaire et de le refaire jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus, quoi. Enfin, il faut vraiment que vous soyez lassé à 1000% de faire la même chose tous les jours, vous êtes persuadé que c'est bon ce truc-là, vous savez exactement comment il fonctionne pour pouvoir l'automatiser et passer à la tâche d'après. Et ça, c'est le but de tous les fondateurs de boîtes, c'est de prendre sur soi et s'adresser à une communauté ou à ses utilisateurs, même si ça fait très peur au début, même si forcément décrocher le téléphone et parler avec les gens, c'est quelque chose qui peut ne pas... je pense pas que ce soit votre problème à vous, mais moi en tant que développeur, c'est quelque chose qui me saoule. J'aime pas les gens, je préfère être derrière mon écran et coder, parce que quand tu codes un truc, ça réagit comme tu l'as pensé et ça réagit pas comme l'autre pense. Bref. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller parler avec les gens et de se forcer et de jamais rester dans cette zone de confort qui est plutôt facile quand on est derrière son écran. Alors, parmi les outils qu'on a recensés ici, il y a Typeform qui permet de récupérer très facilement, de collecter de la data et avec une interface qui est plutôt jolie, qui est mobile friendly, donc qui marche sur téléphone, qui marche sur desktop, qui marche sur l'iPad, qui marche partout. Ça coûte vraiment rien et c'est super customisable et vous pouvez derrière en plus automatiser et le connecter à tout ce que vous voulez. C'est vraiment génial. Nous par exemple aujourd'hui la collecte des infos des Truskers, elle se fait encore par ça. C'est le seul truc qui a jamais changé en 2 ans d'évolution, qu'on fasse 0 à 200 courses par jour. Et on a toujours Typeform. Typeform, c'est vraiment un outil génial et je vous invite à tous le tester. À côté de ça, on a Zapier. Zapier qui est pas mal, mais qui va bientôt se faire détrôner par l'outil génial qui est en train de développer Gilles là-haut. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que ça va devenir une billion. Zapier, c'est un outil qui permet de connecter des produits entre eux. Par exemple, Gmail avec Trello. Je ne sais pas si vous connaissez Trello. Trello, c'est un outil de project management ou autre. Enfin, c'est génial, on peut faire plein de trucs avec, mais ça permet de créer des post-it et de les mettre dans des cases. Et typiquement, Zapier va permettre, à partir d'un mail que vous allez recevoir d'un client, qui va être labellisé Trello, de récupérer le contenu de ce mail et de créer automatiquement une carte dans Trello. Et tout ça, ça se fait juste en clic, quoi. Il n'y a pas de code, il n'y a rien à intégrer, c'est juste du clic. Donc c'est vraiment cool. Donc, l'idée derrière le fait de monter une startup, c'est qu'il faut jamais, au grand jamais, perdre de vue la croissance. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on répète 100 fois, qu'on nous a répété tout au long de toutes nos formations, que ce soit au camping as a family, etc. C'est juste la base, en fait. Si vous ne cherchez pas à avoir de la croissance, votre produit ne vaut rien.
C'est Paul Graham qui avait ressorti ça, il me semble. Pour devenir une boîte qui vaut 1 milliard, pour faire une licorne, il faut que vous ayez 7% de croissance par semaine. Alors c'est complètement arbitraire, et ça paraît facile au début, mais c'est très dur à tenir sur la durée. Mais c'est un objectif que vous pouvez vous figer dans le crâne dès le début du lancement de votre boîte. Il faut que toutes les semaines, vous fassiez 7% de croissance. Voilà. Si votre KPI, c'est le nombre de users inscrits, il faut que vous ayez 7% de nouveaux users inscrits de semaine en semaine. Si votre KPI, c'est le nombre de courses que vous faites, parce que vous faites un Uber-like, c'est pareil, c'est le nombre de courses, etc. Et l'idée, c'est de toujours être dans une démarche de croissance, sans arrêt. Il ne faut jamais lâcher ça, même si, évidemment, quand vous allez prendre un peu de recul, vous allez vous rendre compte que votre boîte, elle fait plus ça que ça. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de toujours chercher la croissance, toujours comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des moments où ça ne croît plus et pourquoi est-ce que ça bloque, et essayer de résoudre ces blocages pour passer à un nouveau palier de croissance, etc. Et le but, ça va être de toujours franchir des nouveaux paliers. Et ça, c'est extrêmement important. Et une boîte qui avait fait, qui est aujourd'hui très connue et dont vous servez au jour le jour, c'est Slack. Ils sont partis, eux, d'un produit qu'ils avaient fait en interne. C'est marrant, en fait, le mec, c'est une petite anecdote, petite histoire aside. Le mec qui a fait Slack, avant de faire Slack, il a fait comment ça s'appelle, une boîte qui permet de Flickr. Si, c'est ça, Flickr, c'est exactement l'application de photos. En fait, ce mec a toujours été passionné par le monde du jeu vidéo, il a toujours voulu faire un truc dans le jeu vidéo, et au début, il a monté un studio pour faire un jeu, il a fait une application qui permettait de faire des screenshots pendant le jeu, et cette application a eu plus de succès que le jeu lui-même, donc il en a fait une boîte, c'est devenu Flickr, il l'a revendu je ne sais pas combien de centaines de millions, et puis il a recommencé, il s'est dit bon, maintenant je veux vraiment faire un jeu, il a essayé de faire un jeu, et puis il s'est dit bon, pour pouvoir communiquer avec mes développeurs, pour aller plus vite, on va faire un outil de communication en interne, il s'appelait Slack, et au final, Slack a eu plus de succès que le jeu encore une fois, et, le mec est complètement maudit, mais à chaque fois il fait des produits géniaux, donc tant mieux pour lui. Et donc Slack, pareil, ils ont commencé par sortir leurs produits, et au départ ils avaient quelques milliers, puis quelques centaines de milliers, puis quand on regarde la courbe, en fait, avec un recul de 2 ou 3 ans, on se rend compte qu'ils ont une courbe exponentielle qui est juste incroyable et qui démontre parfaitement cette croissance de 7%, et qui montre qu'il faut toujours essayer de trouver des nouveaux... En fait, quand vous passez un palier, que vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à croître sur ce palier-là, il faut essayer d'aller chercher des nouveaux users. C'est ce qui fait Facebook en ouvrant à de nouvelles universités, puis à toutes les écoles, les collèges, puis à tout le monde. C'est toujours essayer de franchir cette notion de palier. Alors, ça, c'est Steve Jobs qui disait que si vous avez 1000 fans, vous êtes invincible. J'adore cette phrase. L'idée, c'est vraiment de réussir à se constituer une base de fans. L'idéal, c'est d'en avoir au moins 1000, mais des mecs qui sont prêts à vous défendre corps et âme à chaque fois qu'on vous attaque sur les réseaux sociaux, parce que vous allez forcément dégager quelque chose. Si votre produit arrive à toucher des gens, vous allez forcément avoir des haters. C'est comme ça. En fait, si vous n'avez pas de haters, c'est que vous touchez personne. C'est mathématique. Soit vous êtes utile et du coup il y a des gens qui vous adorent et des gens qui vous détestent, soit vous touchez personne. Et l'idée, c'est d'avoir toujours cette base de 1000 fans qui est toujours là pour vous défendre, pour essayer parce que vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde et vous n'aurez pas le temps d'essayer de faire plaisir à tout le monde, mais ces gens-là le feront pour vous. Et ce qui est génial, c'est j'ai un pote, un ancien employé de Trust qui s'appelle Anis, qui a monté un bot qui s'appelle Mi6. Et ce qui est génial avec son bot, c'est que lui, pareil, il a eu une croissance fulgurante. Et ce qui est incroyable, j'aurais dû le mettre dans la presse d'ailleurs, il a posté aujourd'hui sur Facebook un screenshot du fondateur de Discord. Discord, c'est comme Slack, mais pour les gamers. Et aujourd'hui, ça s'ouvre à d'autres cibles. Et le fondateur de Discord lui a envoyé un message en mode mec, vu ton taux de croissance genre courant là, current growth rate, je peux pas suivre, notre boîte elle suit plus quoi. Donc il va falloir qu'on trouve quelque chose, on peut pas avoir des serveurs qui sont pas utilisés juste parce qu'il y a ton bot qui tombe dessus, enfin bref c'est du délire. Le mec reçoit aujourd'hui, c'est comme si demain le fondateur de Slack venait vous parler parce que vous avez fait un bot qui permet d'envoyer des mèmes sur Slack quoi. Enfin c'est juste du délire. Et bref, donc il a fait un bot qui a explosé littéralement. Ce qui est génial en plus, c'est qu'il arrive à en tirer du revenu, mais de façon complètement aléatoire, mais plus ou moins stable. En gros, il a juste mis un bouton donation et il reçoit des dons tout le temps. C'est juste de la folie.
Je ne vais pas vous dire combien parce qu'il risquerait d'avoir des problèmes. Mais du coup, bref, il a fait ce bot, il a une croissance incroyable dessus. Et il a des gens, il a une communauté, alors là c'est clairement un business de communauté, il a une communauté de gens qui sont juste là pour l'aider le jour où son bot a un problème. Parce que lui, il ne peut pas être dessus H24, il n'est pas sur diffuseurs horaires différents. Dès que son bot a un problème, il y a des gens qui ont accès à sa code base, il leur a rien demandé, c'est des gens qui sont venus spontanément, qui sont venus bénévolement, ils ne les payent pas, et ils sont juste là pour faire en sorte que le bot tourne toujours et qu'il ait un uptime je sais pas moi, le plus haut uptime qu'il puisse avoir. Uptime, ça veut dire en gros comment vous définir ça, le vulgariser, c'est un peu compliqué. L'uptime, c'est simplement le fait que votre serveur ne tombe pas, en gros. C'est le temps que ça marche, exactement. Donc bref, c'est un exemple typique de... Tu m'as dit quelque chose? Comme Waze, ouais, bien sûr. Bah oui. Alors, ça, c'est un sujet qui est plutôt important et sur lequel il ne faut vraiment pas lésiner, c'est le fait d'écrire du contenu, tout simplement. Il faut que vous deveniez expert dans ce que vous faites. Je sais que ça peut faire peur au début parce que vous allez vous attaquer à des industries que vous ne connaissez pas, vous êtes jeune, vous arrivez dans un monde où il y a déjà des mecs qui font ça depuis 50 ans, puis vous allez leur dire, les gars, c'est plus comme ça qu'on fait, ça va être comme ça qu'on fait maintenant, parce que vous êtes persuadés, vous avez une vision, bref, blablabla. Mais autant vous pouvez être persuadé de ce que vous faites, autant les gens à qui vous allez vous adresser peuvent ne pas avoir confiance en vous. Et une façon de créer cette confiance et de se légitimer en fait en tant qu'entrepreneur dans ce domaine précis, c'est de faire du contenu, d'écrire. Moi, il y a 2 boîtes qui m'impressionnent beaucoup dans ce domaine-là. Alors bon, ça c'est moi, mais on en parlera après. 2 boîtes qui m'impressionnent beaucoup, c'est Payfit et Doctrine. Parce que Payfit et Doctrine, les deux, se sont attaqués à une industrie qui est un peu chiante, pour être honnête, et avec une bureaucratie, enfin, ils s'attaquent à un domaine où c'est de l'administratif, du juridique, enfin bref, c'est l'enfer, et ils peuvent se faire attaquer par tous les côtés. Et les mecs, pour se créer justement cette légitimité, en plus du produit génial que les deux font, ils se sont mis à écrire beaucoup d'articles de blog. Et aujourd'hui, ils sont reconnus pour ça. C'est-à-dire que Payfit, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Payfit et Doctrine, mais en fait, Payfit permet d'automatiser et de simplifier tous les bulletins de paie de vos employés, et en plus de plein d'autres choses, déclaration URSSAF, etc. Enfin bref, c'est des sujets que les 2 fondateurs, que ce soit Doctrine ou Payfit, ne connaissaient absolument pas avant de se lancer dedans. Les mecs, ils se sont attaqués à des industries où il y a au moins 10 ans d'apprentissage, il faut avoir fait je ne sais pas combien d'années d'études en compta ou en droit, et ils n'ont rien fait de tout ça. Ils sont juste arrivés en mode « Hey, nous là, et on va tout changer ». Et pareil, alors Doctrine, lui, c'est encore plus touchy. Il fait une sorte de Google du droit pour toute la jurisprudence. Et aujourd'hui, il s'attaque à une boîte qui s'appelle LexisNexis et qui vend qui vend un abonnement en récurrent qui coûte une fortune à tous les avocats pour qu'ils aient accès à des documents de jurisprudence. Eux, au début, ils sont arrivés en mode « Eh ben nous, c'est gratuit ». Forcément, ça leur a pas fait plaisir à LexisNexis, parce que derrière, ils ont pu scraper, automatiser et mettre en place un peu de machine learning pour que tout se fasse tout seul. Et alors que derrière LexisNexis, il y a des mecs qui rendent toutes les jurisprudences à la main. Enfin, du délire. Bref, ces mecs-là sont arrivés avec, à chaque fois, dans chacun des cas, un bagage très léger et une crédibilité et une légitimité nulle. Et la seule façon de se la créer, cette légitimité, c'est de créer du contenu. Et ils se sont formés tout seuls, et ils sont devenus experts dans leur domaine. Et ça, c'est franchement remarquable. Moi, dans une moindre mesure, parce que je n'attaquais pas une industrie très compliquée, parce que je la connaissais également, une façon de donner de la légitimité aux produits que je faisais, c'était d'écrire sur Medium et de faire des posts assez récurrents. Vous pouvez faire ça aujourd'hui sans avoir un blog, parce que quand on a un blog, l'effet pervers, c'est de ne pas mettre du contenu régulièrement, et du coup, que les gens aillent sur votre blog et se rendent compte que le dernier article il date d'avril 2015. Ils font « what ?» Ce qui est génial avec Medium, c'est que vous pouvez poster un article, il va avoir sa fame pendant un moment, et puis derrière, s'il est oublié, c'est pas très grave, mais tout le monde pourra y réaccéder à travers Medium. Mais c'est pas un site avec juste vos articles à vous qui périssent très vite. Donc, très bon outil Medium pour vous crédibiliser un peu. Et enfin, alors bon, l'email, ça, je pense que ça paraît un peu obvious, mais l'email, c'est votre ami et il faut l'utiliser le plus souvent possible. Surtout si vous faites du B2B. Aujourd'hui, pour faire du B2B, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur LinkedIn, vous récupérez le nom, le prénom de votre prospect. Vous allez sur un site comme AnyLeads
C'est un peu... bon, bref, on ne sait pas exactement comment il récupère cette data-là, mais on s'en fout. AnyLeads va vous donner accès à partir d'un nom, d'un prénom, à un mail, un numéro de téléphone, enfin bref, à plein de choses qui sont très valuables. Et c'est pas très compliqué aujourd'hui de se faire une base de prospects qui vous concerne, surtout si vous faites du B2B grand compte et que vous avez besoin de toucher Bouygues, Renault, enfin j'en sais rien. Bref, vous allez pouvoir trouver des noms haut placés sur ces plateformes-là, vous faire une belle base et leur shooter un mail. Après, tout dépend de comment vous allez écrire le mail, mais ça vaut limite un cours à part entière. Parce que l'écriture de mail, que ce soit en B2B ou en B2C d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'apprend en le faisant, et il faut le faire et le refaire. Et ça peut pas, enfin, il n'y a pas de formule magique, tout dépend de ce que vous allez vendre et à qui vous allez le vendre. Merci. Que l'enfant